Bonjour à tous. C'est plutôt bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très bien, très bien. Voilà, c'est parti. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous venez d'arriver au sommet, vous avez manqué des intervenants incroyables, des conversations sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si vous n'êtes pas arrivé à l'instant, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez déjà déjeuné, probablement pris un encas, il est 15 heures, et vous le ressentez. La très bonne nouvelle, c'est que j'ai l'honneur de présenter notre prochain intervenant, et je peux dire, tant sur le plan personnel que professionnel, que le Dr Christensen est l'un des penseurs les plus réputés au monde aujourd'hui. Je suppose que son livre révolutionnaire, The Innovator's Dilemma, est le point de départ incontournable. Il a écrit sur les géants titanesques du monde des affaires, prospères, ancrés dans leurs habitudes et apparemment invincibles. Mais malgré leur taille et leur armure, ils sont devenus des proies faciles pour les David et leurs frondes de bergers. Comme la fortune peut changer rapidement lorsqu'elle est confrontée à la force disruptive de nouvelles approches et de nouvelles technologies. Le professeur Christensen a souligné que le moment de s'adapter, c'est avant même que la pierre ne soit lancée. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Dans l'économie moderne, la disruption est la nouvelle norme. L'anticipation et l'innovation sont les clés de la survie. Lorsque le professeur Christensen a exposé tout cela en 1997, Amazon n'était qu'un embryon et les fondateurs de Netflix envoyaient un DVD test pour voir s'il survivrait au passage par la poste. De toute évidence, il était un homme en avance sur son temps. Ceux qui l'ont écouté incluent Steve Jobs, Michael Bloomberg et Bill Gates. Paul Steinberg, le directeur de la technologie de Motorola Solutions, a dit ceci à propos du professeur Christensen. « Il m'a fichu une peur bleue. » The Economist a classé The Innovator's Dilemma parmi les 6 livres les plus importants jamais écrits sur le monde des affaires. Le professeur Christensen a ensuite publié plusieurs autres best-sellers révolutionnaires, devenant ainsi la principale autorité nationale en matière d'innovation disruptive. Dans Disrupting Class, How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns, il défend de manière convaincante l'utilisation de la technologie pour créer un système éducatif personnalisé, centré sur l'élève. Forbes a qualifié le professeur Christensen de l'un des théoriciens du management les plus influents des 50 dernières années. Il a été classé 2 fois numéro 1 dans The Thinkers 50, considéré comme le classement le plus prestigieux au monde des penseurs en management. Je pourrais continuer encore longtemps, comme vous pouvez le constater, mais permettez-moi de conclure avec les mots de sa fille, Anne, qui, dans une interview accordée à Forbes, nous donne un aperçu de la passion qu'il a pour l'enseignement et de la joie qu'il éprouve à acquérir des connaissances. Elle a dit « Mon père est un étudiant invétéré. Chaque jour, il rentrait du travail enthousiasmé par un commentaire ou un devoir d'un étudiant. Il disait « Vous ne croirez jamais ce que j'ai appris aujourd'hui. » Mesdames et messieurs, aidez-moi à souhaiter la bienvenue au professeur Clay Christensen. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est tout simplement bouleversant et profondément émouvant de voir des gens avec autant de substance et de qualité parmi vous qui sont prêts à passer leur précieux temps à m'écouter attentivement et avec un intérêt sincère. Mais j'espère vraiment que quelques-unes des idées que je vais partager pourront vous être utiles dans le monde que vous entreprenez. Ce que je voudrais faire, c'est vous parler de ce que j'ai appris au cours de mes 40 années en tant qu'étudiant sur la façon de faire évoluer les organisations. J'ai décidé qu'il n'avait aucun sens pour moi de vous dire ce que je pense que vous devriez savoir sur la façon de changer nos écoles. Mais je me suis dit que lorsque vous trouvez un programme ou des preuves que vous souhaitez changer, comment faites-vous pour que cela arrive ? Et j'ai bien peur que, pour faire cela, vous soyez assis dans le public à vous demander pourquoi il est parti dans cette direction plutôt que dans l'autre, et puis pourquoi il a
mais j'espère qu'à la fin, tout s'assemblera. Donc, il y a plusieurs années, j'étais simplement au travail, je m'occupais de mes affaires et j'ai reçu un appel du secrétaire à la Défense, William Cohen, qui était le secrétaire à la Défense lorsque Clinton était notre président. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais sans prévenir, il m'a dit « Clay, je me demande si vous accepteriez de venir au Pentagone, car nous voulons étudier ce que vous avez écrit dans le premier de mes livres, The Innovator's Dilemma, pour voir ce que cela signifie pour nous. » Et bon sang, pour moi, avoir l'opportunité d'aller au Pentagone était un événement qui allait changer ma vie. Alors j'ai dit, bien sûr que je viendrai. Et il a dit, nous avons convenu d'une date, et il a ajouté qu'il voulait présenter mes recherches à l'ensemble de son équipe. Et quand il a parlé de son équipe, ce que j'avais en tête, c'est que j'étais déjà allé dans son bureau auparavant en tant que White House Fellow, et j'imaginais qu'il aurait son équipe composée de 7 ou 8 lieutenants et majors. Mais il m'a accueilli à la porte d'entrée et m'a conduit dans sa salle de conférence, et il y avait environ 50 personnes présentes. Et il m'a emmené à l'avant et m'a présenté au président des chefs d'état-major interarmés, puis aux autres chefs, et derrière eux se trouvaient les secrétaires de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air, ainsi que du corps des Marines. Derrière eux, tous les sous-secrétaires et secrétaires adjoints, et derrière eux, tous les assistants de tout le reste. Et j'ai commencé à avoir peur, et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et il a dit, oh, juste, sérieusement, il a dit, présente simplement tes trucs. Et je n'avais aucune idée de ce que, j'ai eu un AVC il y a plusieurs années, et un caillot est parti d'ici et s'est logé au-dessus de ma tête, et ça a tué l'endroit où je formule la parole. Et donc, une chose que vous remarquerez, c'est que je donne ma présentation. Il m'arrive de ne pas trouver les bons mots, je m'en excuse. Mais lui, le secrétaire Cohen, a juste dit « présente ton matériel », puis il s'est assis. Et j'ai décrit aux personnes présentes cette théorie à moi appelée la disruption. Et je vais l'expliquer en termes d'acier, une industrie où nous fabriquons de l'acier. Voyons si je peux revenir ici. Comme illustration de la disruption. Et ce que j'ai décrit, c'est que dans l'industrie de l'acier, à la base du marché, il y a des produits simples que nous appelons barres d'armature pour béton ou rebarres. Vous et moi pourrions fabriquer des barres d'armature cet après-midi ici, si nous le voulions. Et puis, à mesure que l'on monte en gamme, il y a des produits plus sophistiqués et plus performants, comme le fer, la tige et le fil. Au-dessus de cela, il y a des produits en acier de structure, comme les poutres en H et en I. Et enfin, il y a la tôle d'acier que nous utilisons pour fabriquer des appareils électroménagers et des voitures. Puis j'ai expliqué comment, dans cette industrie, la capacité à fabriquer de l'acier s'est améliorée au fil du temps et qu'il y avait des entreprises innovantes qui amélioraient leurs produits à mesure qu'elles montaient en gamme sur le marché. Et j'ai dit que cela décrit l'organisation de presque toutes les entreprises. Les produits commencent au milieu, puis montent en gamme, comme vous allez le comprendre dans un instant. Et dans l'histoire de l'acier, il y a eu quelque chose qui a rendu la situation encore un peu plus compliquée, et cela s'est produit dans les années 1960. Une nouvelle façon de fabriquer de l'acier est apparue, et elle a commencé tout en bas du marché en s'attaquant au fer à béton.
Et la raison pour laquelle ils sont arrivés tout en bas, c'est qu'ils avaient trouvé une manière différente de fabriquer de l'acier qui réduit le coût de l'acier d'environ 20%. Et la façon dont ils s'y prenaient, c'était de trouver de la ferraille, de la mettre dans un grand récipient et de l'exposer à de l'électricité, ce qui provoque une grosse explosion et toute cette ferraille devient liquide, à partir de laquelle ils peuvent ensuite fabriquer des produits. La raison pour laquelle les mini-aciéries sont arrivées tout en bas du marché, cependant, c'est que la qualité qu'elles pouvaient produire était vraiment médiocre. Personne n'achetait ce que produisaient les mini-aciéries, sauf les gens du fer à béton tout en bas du marché, parce qu'il n'y a pratiquement aucune spécification pour le fer à béton à la base. Et une fois que c'est enterré dans le ciment, on ne pouvait pas vérifier s'ils avaient respecté les spécifications ou non. Et donc, le fer à béton était un produit parfait pour des produits de mauvaise qualité. Et alors qu'ils attaquaient le bas du marché, il est intéressant de noter que la réaction des grandes entreprises sidérurgiques intégrées a été de sortir de ce secteur. Et la raison en est que ce n'était pas assez bon pour ce dont leurs clients avaient besoin. Et l'économie était médiocre. Ainsi, leur marge brute, celle des mini-laminoirs en bas du marché, n'était que de 7%. Et les grandes entreprises sidérurgiques intégrées se demandaient « Devrait-on protéger le bas du marché ? Ou peut-être devrions-nous monter en gamme pour fabriquer des produits à plus forte marge, comme des cornières, de l'acier de construction, etc. » Ainsi, à mesure que les mini-laminoirs développaient leur capacité à produire des barres d'armature, les aciéries intégrées ont quitté ce secteur ou se sont concentrées sur des produits à plus forte marge, car les marges sur le fer de construction, les tiges et les barres atteignaient 12%. Elles se sont donc déplacées de manière agressive vers ce segment et alors que les aciéries intégrées voyaient les mini-laminoirs progresser, elles se disaient « Vous savez, nous pourrions réaliser 12% de marge sur ces produits. Mais si nous pouvions produire un acier encore meilleur dans la construction métallique, là-haut, les marges brutes sont de 18%. Et donc, à mesure qu'ils quittaient les marchés du fer en I, du fer en L, des barres et des tiges, pour les sociétés sidérurgiques intégrées, leurs bénéfices s'amélioraient en se retirant. Et à mesure que les mini-laminoirs entraient sur le marché, leurs bénéfices s'amélioraient en y entrant. Et cela s'accordait vraiment bien entre eux. Mais ce qui est arrivé au prix du fer à béton, du fer en L et de l'acier, c'est qu'à mesure qu'ils se retiraient et montaient en gamme et que les aciéries intégrées réagissaient en se retirant, eh bien, les bénéfices des deux se sont améliorés avec le temps. Les aciéries intégrées en se retirant et les mini-laminoirs en entrant sur le marché. Et dès qu'ils ont évincé le dernier acteur intégré à coûts élevés, les prix de l'acier ont chuté de 20%. Et donc, le coût du fer à béton a chuté de 20% en 1979, lorsque les aciéries intégrées se sont retirées, puis le coût du fer en L, des barres et des tiges a de nouveau chuté de 20% lorsque les aciéries intégrées se sont retirées. Et à mesure qu'ils se retiraient, les prix chutaient, les aciéries intégrées montaient en gamme et les mini-laminoirs entraient sur le marché. Et donc, en 1979, ils se sont intégrés dans l'acier de construction. Le prix a chuté de 20% et les aciéries intégrées sont alors passées à l'acier de construction et les entreprises sidérurgiques intégrées ont dû monter en gamme dès qu'elles le pouvaient pour gagner de l'argent. Et voilà, c'est ça l'histoire. Je ne lui ai pas vraiment rendu justice ici, mais l'une des choses que je voudrais simplement dire, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas de mauvaise gestion impliquée.
Les entreprises sidérurgiques intégrées ne représentent plus maintenant que 20 ou 30% de la production totale d'acier aux États-Unis. Et les aciéries intégrées, ou les nouveaux acteurs comme Nucor, produisent aujourd'hui environ 70 à 80% de tout l'acier. Tout. Et personne n'avait l'intention que cela se produise, c'est simplement arrivé dans la recherche du profit. Et donc j'ai décrit comment cela s'était passé dans l'industrie sidérurgique. Et le secrétaire, le général Shelton, qui était le président des chefs d'état-major interarmés, a levé la main et il a dit « Clay, tu n'as aucune idée de pourquoi nous nous intéressons à ton étude. » Et j'ai répondu « Je n'en ai aucune idée. Pouvez-vous m'aider » Et il a dit « Laissez ce graphique au tableau. » Et puis il avait un marqueur et il est monté en haut du marché où nous avions, disons, l'acier en feuilles. Et il a dit « Nous n'appelons pas ça de l'acier en feuilles, nous appelons ça les Russes. » Et ils ont toujours été le haut de notre marché. Ils ont été des adversaires très complexes, compétents. Et il a dit, ce que vous appelez les aciéries intégrées, nous appelons ça le département de la défense des États-Unis et nous essayons de tout faire pour tout le monde. Et puis, tout en bas du marché, il a barré le mot rond à béton et il a dit, pour nous, ce sont les Russes, ce sont les terroristes, et ils ne font que les choses les plus simples, mais ils montent en puissance. Et ce que vous appelez les mini-usines, nous appelons ça des nations non-nations, comme Al-Qaïda. Et il n'y a rien, dit-il, dans la façon dont nous fabriquons, la façon dont ces types fabriquent l'acier et la façon dont nous sommes organisés qui nous donne le moindre espoir de réussir à combattre le terrorisme et les nations non-nations. Bref, quand nous avons terminé l'étude, la discussion et qu'il était temps de poser des questions, beaucoup de mains se sont levées dans la salle. Et beaucoup de questions portaient sur « Avez-vous des exemples d'une entreprise sidérurgique intégrée qui était le leader central de l'industrie et qui s'est fait rattraper par le bas du marché par les mini-laminoirs? Y a-t-il un exemple de certaines qui ont survécu? » Et il s'est avéré qu'il y en avait quelques-unes, mais dans chaque cas, ils avaient réussi en créant une organisation commerciale complètement différente et en lui donnant pour mission de s'attaquer au bas du marché avec des produits simples, puis de monter en gamme. Et j'ai expliqué qu'il y a eu quelques exemples de personnes qui ont fait cela, comme IBM l'a fait, mais il n'y en a que quelques-unes et tous ceux qui ont survécu ont dû faire cela. Et puis, ils ont eu toutes sortes de questions sur les raisons de cela et ainsi de suite. Bref, après environ 2 heures, il n'y avait plus de temps, mais nous avons convenu que nous resterions en contact. Environ 2 mois plus tard, le secrétaire Cohen m'a de nouveau appelé et il m'a dit « Vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous annonçons une 4e unité au sein du département de la Défense. Nous avons l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la nouvelle que nous appelons le commandement des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. » Et je l'ai félicité pour ce que je considérais comme une décision très perspicace. Et il a dit, vous savez, nous avons lutté avec ce problème de savoir comment nous organiser pour lutter contre le terrorisme. Nous y travaillons depuis 6 ans et nous n'avons jamais réussi à avancer parce que nous restons assis à discuter sans jamais nous comprendre et nous ne sommes d'accord sur rien. Et il a dit, ce que cela nous a appris, c'est qu'il n'y a aucune donnée sur l'avenir et nous avons passé notre temps à débattre sans données. Et puis, il a dit, ce que vous avez apporté, c'est un langage commun et une manière commune de formuler le problème.
et en fournissant ce langage et cette façon de cadrer la question, ainsi qu'une compréhension grâce à cette théorie de ce qui s'est passé, eh bien, nous avons pu faire des progrès considérables en très peu de temps grâce à ce que vous avez apporté. Et j'ai trouvé cela absolument brillant de sa part, cette prise de conscience qu'il n'existe aucune donnée sur l'avenir. Et donc, pourquoi pensons-nous un jour pouvoir parvenir à un consensus alors qu'il nous manque justement les données nécessaires ? Et si nous ne pouvons donner du sens aux données que lorsqu'elles sont disponibles, nous ne pourrons jamais agir, nous ne serons jamais capables de passer à l'action. Et l'idée que l'on résout les problèmes en ayant un langage commun m'a également beaucoup aidé, si bien que chaque fois que quelqu'un me demande d'expliquer si je pense que cela va se passer de telle ou telle manière, ma politique a été de dire « Vous savez, en réalité, je ne connais pas la réponse à votre question, mais il existe une théorie qui a un avis sur votre question. Et si cela ne vous dérange pas, laissez-moi vous dire ce que dit la théorie. Voyons quelle est l'opinion de la théorie et cela pourrait alors nous aider à prendre une meilleure décision plus rapidement. » Et je suis reconnaissant pour cette opportunité que j'ai eue ce jour-là au Pentagone et je pense, comme vous, prier pour que nos écoles s'améliorent et nous donnent des conseils sur la façon de le faire. Je voulais juste dire qu'un langage commun et une bonne théorie sont en fait un outil de changement plus puissant que presque tout ce que j'ai trouvé. Et c'est donc l'une des choses que j'aimerais vous offrir. La prochaine théorie que j'aimerais humblement proposer est une affirmation que nous avons faite il y a quelque temps déjà, selon laquelle la prestigieuse Harvard Business School et ses éminents compatriotes ont profondément bouleversé la façon dont les gens pensent de cette manière fondamentale. En affaires, chaque fois que vous lancez un nouveau produit, afin de lui donner l'élan nécessaire et une impulsion significative, vous devez être très prudent et méticuleux dans la préparation de votre dossier de lancement. Vous étudiez le marché, vous parlez aux gens, vous regardez comment c'est distribué et fabriqué, qui sont les concurrents et comment c'est fabriqué. Qui sont les concurrents? Pouvons-nous les fabriquer? Et ainsi de suite. Vous faites de votre mieux. Vous obtenez ensuite l'argent dont vous avez besoin pour le lancer en pensant que ce sera un succès. Il s'avère qu'en réalité, seulement 20% de tous les produits lancés dans le monde, seulement 20% réussissent. Les 80% restants échouent. Et la question était, je me demande si l'innovation n'est qu'un jeu de hasard. Est-ce qu'on fait de son mieux, mais que ce n'est jamais suffisant et qu'il faut juste essayer plein de choses en espérant qu'il y en ait quelques-unes qui fonctionnent alors que la plupart échoueront et qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Et c'est en grande partie ce qui est enseigné dans les écoles de commerce, mais plus récemment, le nouveau mantra a été qu'il faut simplement mieux comprendre le client, parce que si vous comprenez le client, alors vous pouvez déterminer ce dont il a besoin, développer un produit et vous aurez du succès. Il s'avère que cela non plus n'aide pas. Et laissez-moi vous expliquer ce que nous avons décidé à la place concernant la façon de... presque toutes les innovations se concentrent sur un travail que les gens ont besoin d'accomplir. Donc, par exemple, me voici sur scène, Clay Christensen. Malheureusement, je viens d'avoir 65 ans. Malheureusement, j'ai passé toute ma vie à mesurer 2,3 mètres. Et donc, j'ai cogné ma tête un nombre incalculable de fois en passant par des portes. Heureusement, j'ai épousé une femme merveilleuse, Christine, et nous avons 5 enfants, Dieu merci. Le 5e de nos 5 enfants, Michael, est malheureusement allé à Stanford.
Et il y a toutes sortes d'autres caractéristiques et d'attributs à mon sujet, mais mes caractéristiques et attributs ne m'ont pas encore poussé à acheter le New York Times aujourd'hui. Il pourrait y avoir une corrélation entre la propension que j'ai à acheter le Times, mais cela ne me pousse pas à le faire. Pas plus que nos caractéristiques ou attributs ne nous poussent à acheter un produit ou un service. Mais ce qui nous pousse à agir, c'est, vous savez, bon sang, toute notre vie est remplie de problèmes, de tâches qui surgissent et qui doivent être accomplies. Et lorsque nous constatons qu'il y a une tâche à accomplir, nous sortons alors de la maison et nous cherchons quelque chose qui accomplira cette tâche du mieux possible. Et ce qui nous pousse à acheter des produits ou des services, c'est que nous avons des tâches à accomplir et donc nous avons compris que ce qui est essentiel pour réussir dans l'innovation, c'est de comprendre la tâche à accomplir, pas le client. Le client est la mauvaise unité d'analyse. Donc, nous sommes tombés sur un projet professionnel qui avait été lancé par la célèbre chaîne de restauration rapide McDonald's, une initiative tout à fait intéressante. Et McDonald's voulait augmenter les ventes de ses milkshakes et comme vous le savez, McDonald's est une entreprise très sophistiquée et grâce à de nombreuses données, ils avaient dressé le profil du client type du milkshake. Il se trouve que je correspondais parfaitement à ce profil. Et ils invitaient des gens comme moi dans des salles de réunion et nous demandaient « Pouvez-vous nous aider à savoir comment améliorer nos milkshakes pour que vous en achetiez davantage ?» Et McDonald's disposait de toutes les données possibles et il disait « Oui, nous pouvons vous le dire ». Alors nous leur donnions notre avis, mais cela n'avait absolument aucun impact sur les ventes ou les bénéfices. Alors, nous leur avons proposé « Vous savez, nous sommes en train d'élaborer une nouvelle façon de penser, qui pourrait vous aider. » Et j'ai dit « En gros, ça veut dire qu'il y a un travail que les gens doivent parfois faire. Et il est clair qu'il y a un travail qui pousse les gens à embaucher un milkshake pour le faire. Il faut comprendre en quoi consiste ce travail. » Et donc, nous étions debout devant un restaurant où je suis désolé. Nous sommes allés dans un Milk-in, je suis désolé. Nous sommes restés dans un restaurant McDonald's un soir pendant 18 heures et nous avons pris des notes très précises sur l'heure à laquelle ils ont acheté le milkshake. Que portait-il? Était-il seul? Quoi? Ont-ils fabriqué d'autres produits avec? L'ont-ils mangé au restaurant ou sont-ils montés dans la voiture et sont-ils partis avec? Et il s'est avéré qu'environ 80% des produits étaient vendus avant 8h30 du matin. C'était la seule chose qu'ils achetaient. Ils étaient toujours seuls et ils montaient toujours dans leur voiture et repartaient avec. Alors nous sommes revenus l'année suivante et nous nous sommes placés à l'extérieur du restaurant afin de pouvoir aborder ces personnes alors qu'elles entraient avec leur milkshake. Et dans un langage qu'ils pouvaient comprendre, nous leur demandions « J'ai un problème ici. Quel travail essayez-vous d'accomplir qui vous a poussé à venir ici et à engager ce milkshake à 8h30 du matin ?» Et comme ils avaient du mal à répondre, nous enchaînions en disant « Eh bien, pouvez-vous penser à la dernière fois où vous étiez dans la même situation, avec le même besoin à satisfaire, mais où vous n'êtes pas venu ici engager un milkshake ? Qu'avez-vous engagé pour accomplir cette tâche ?» Et il s'est avéré qu'ils avaient tous le même travail à accomplir, c'est-à-dire qu'ils avaient un long trajet ennuyeux jusqu'au travail, une main sur le volant, mais l'autre main était libre et il n'y avait rien dedans. Et ils avaient simplement besoin de quelque chose à faire pendant qu'ils conduisaient afin de remplir cette tâche. Ils voulaient juste rester occupés plutôt que de s'endormir pendant ce trajet monotone. Et c'était ça, le travail à accomplir. Ils n'avaient pas encore faim, mais ils savaient qu'ils auraient faim vers 10 heures.
Donc ils avaient aussi besoin de quelque chose qui fasse juste paf et qui tienne jusqu'à la fin de la matinée. Alors nous leur avons demandé, eh bien, quand vous ne venez pas ici pour engager un milkshake pour faire ce travail, qu'est-ce que vous engagez à la place? Et un gars a dit, vous savez, je n'y avais jamais pensé comme ça, mais vendredi dernier, j'ai engagé une banane pour faire le travail. Croyez-moi, il ne faut jamais engager de banane. On peut la manger en moins d'une minute. Le goût est... Il n'y a pas de goût. Et un gars a dit, oui, je mange des donuts, mais je dois le faire sans que ma femme le sache, parce qu'elle veut que je perde du poids, pas que j'en prenne. Et ça colle à mes doigts et ça rend le volant tout collant. Donc ça ne fait pas très bien le travail. Un autre gars a dit, ouais, je mange des bagels, mais ils sont tellement secs et sans goût. Ensuite, je dois conduire la voiture avec les genoux pendant que je mets le fromage à la crème. Et puis, si le téléphone sonne, j'ai 3 problèmes et seulement 2 mains. Un gars a dit, j'ai engagé une barre Snickers pour faire le boulot là-bas. Je me suis senti tellement coupable, je n'ai plus jamais engagé de S de Snickers. Mais laissez-moi vous dire, quand je viens ici chez McDonald's et que je prends ce milkshake, il est tellement épais qu'il me faut 23 minutes pour l'aspirer à travers cette petite paille fine. Qui se soucie des ingrédients? Tout ce que je sais, c'est que j'ai encore le ventre plein à 10 heures. Et il s'est avéré que le milkshake fait le travail mieux que n'importe lequel des concurrents. Et les concurrents ne sont pas tant les milkshakes de Burger King que les bananes, les bagels, les bars Snickers, le café et ainsi de suite. Et puis, il s'avère que les personnes qui prenaient un milkshake l'après-midi l'engageaient pour une raison très différente. Et c'est simplement qu'ils voulaient parler avec des personnes qu'ils aiment et ils avaient besoin de quelque chose qui permette de simplement s'asseoir, que je puisse la regarder, qu'elle puisse me regarder et que nous puissions simplement les aider à ressentir à quel point nous tenons à eux. Et c'est un travail à accomplir très différent qui devait être formulé de manière très différente. Il s'avère que Peter Drucker était plus intelligent que moi car il l'a dit avant moi, que le client achète rarement ce que l'entreprise pense lui vendre. Et comprendre quel était le job à accomplir a été très utile, car ils se sont rendus compte qu'ils avaient amélioré le milkshake sur des aspects de performance qui étaient sans rapport avec le job à accomplir. Mais une fois qu'ils ont compris de quoi il s'agissait, ils ont pu comprendre comment l'améliorer sur des aspects pertinents afin qu'il soit réussi à chaque fois. Il s'avère que le marché du milkshake est environ 7 fois plus grand qu'ils ne le pensaient. Et la raison en est qu'ils avaient amélioré le produit sur des aspects de performance qui étaient sans rapport avec le job à accomplir. Mais une fois qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en réalité en concurrence avec des bananes, des donuts, des bagels, des bars Snickers, du café et ainsi de suite, eh bien, c'était du gâteau. Parce qu'aucun d'entre eux ne remplissait bien le job, en fait. Il s'avère que des jobs existent partout. Donc, il y a un job quelque part près d'ici qui est « j'ai besoin de transporter ceci d'ici à là-bas aussi vite que possible avec une certitude parfaite ». C'est un job qui se présente parfois dans nos vies, pour certains plus souvent que pour d'autres. Il se trouve que Jules César avait parfois ce job à accomplir. Et quand il avait ce job à faire, il pouvait engager un cavalier et un char pour accomplir la tâche. La reine Victoria avait le même job à faire, mais à son époque, elle pouvait engager un télégraphe ou un chemin de fer pour le faire. Churchill a découvert, lui aussi, qu'il avait parfois le même job à accomplir et il pouvait donc engager un avion pour faire le travail et elle pouvait engager DHL ou utiliser Internet. À notre tour, nous. Vous remarquez que les produits vendus à chaque génération étaient très différents de ceux de la précédente.
mais le job à accomplir est resté très stable au fil du temps. Et c'est une caractéristique commune des jobs. En moyenne, ils sont très stables dans le temps. Et donc, nous n'avons pas besoin d'essayer ceci cette année, puis cela l'année prochaine, tant que nous essayons de faire le job. Il y a beaucoup de personnes dans l'éducation qui ont des jobs à accomplir. Les étudiants ont des jobs. Les enseignants ont des jobs. Les parents aussi. Les législateurs aussi, et bien d'autres encore. Et comprendre qui a quel job à accomplir est en réalité très important parce que nous, comme McDonald's, améliorons souvent nos offres sur des aspects de performance qui sont sans rapport avec les jobs que les gens essaient de faire, en particulier les étudiants. Nous leur donnons toutes les caractéristiques et attributs auxquels nous pouvons penser et nous les étayons avec de nouvelles données. Mais nous ne comprenons pas les jobs fondamentaux qu'ils essaient d'accomplir. Donc, j'aimerais vous présenter ce que nous pensons pouvoir appeler une architecture d'une marque, ou plus précisément une architecture du job à accomplir, une approche fondamentale pour comprendre les besoins profonds de nos clients. Dans chaque cas, les jobs apparaissent à la base de l'architecture fondamentale. Le job doit être accompli en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Chaque job comporte une dimension fonctionnelle, émotionnelle et sociale. Et l'importance de ces dimensions varie selon le job. Une fois que nous avons compris cela, nous avons alors l'opportunité de créer le niveau suivant, à savoir, si c'est le job, quelles sont les expériences que nous devons offrir lors de l'achat et de l'utilisation pour, au final, répondre parfaitement au job. Et si nous comprenons les expériences que nous devons offrir, cela nous permet de franchir l'étape suivante, qui est « qu'avons-nous besoin d'intégrer ?» et comment devons-nous l'intégrer afin de pouvoir offrir les expériences nécessaires pour accomplir parfaitement le job. Et si nous faisons cela, nous pourrons apposer une marque sur notre produit qui aidera les gens à le trouver dès qu'ils se rendront compte qu'ils ont un job à accomplir. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est simplement revenir sur cette architecture et parler un peu plus de ce que je veux dire. Ce que j'essaye de faire, c'est, dans la boîte bleue, là, de l'exploser un peu pour parler de ce que nous entendons par expérience. Nous avons beaucoup travaillé avec Southern New Hampshire University Online et Western Governors University Online. Comme vous le savez peut-être, ensemble, ils ont environ 200 000 étudiants qui préparent des MBA ou des masters et des licences, ainsi que des certificats et des certifications, etc. Et nous les connaissons assez bien. L'une des choses que l'architecture leur demande, c'est d'être capable de définir quelles sont les expériences lors de l'achat et de l'utilisation. Et donc, nous en avons tiré que, dans les deux cas, il y a 3 expériences qu'ils doivent offrir. Et la première est « j'ai besoin d'apprendre quand j'en ai besoin, j'ai besoin de l'utiliser pendant que je l'apprends. Et ensuite, je vais l'utiliser encore et encore. Je ne peux pas retenir des choses que je n'utilise pas après les avoir apprises. » Donc, c'est une expérience de « j'utilise et j'apprends ». Une autre expérience qu'ils doivent vivre est « j'ai besoin de terminer ceci ». Chaque étudiant a une mission à accomplir qui est « je dois réussir ». Et beaucoup d'étudiants, la raison pour laquelle ils sont ici à Western Governors et Southern New Hampshire, c'est qu'en moyenne, leur âge est de 36 ans. Ils ont des enfants. 70% d'entre eux en ont. 70% d'entre eux veulent un meilleur emploi. 70% d'entre eux sont là parce qu'ils ne peuvent pas acheter de maison. Et la raison pour laquelle ils sont là, c'est que lorsqu'ils étaient au lycée,
eh bien, ils ne se sont pas investis et donc ils ont abandonné. Et le problème fondamental, c'est qu'ils en ont conclu eux-mêmes, je ne peux pas finir ça, j'ai déjà essayé, je n'y suis jamais arrivé. Et donc, l'une des expériences qu'il devait offrir, c'est un coach qui aide les étudiants à traverser les moments difficiles parce que presque toujours, ces étudiants traversent des périodes compliquées. Et comme je comprenais parfaitement leur raisonnement, leur logique profonde, je leur ai alors dit, avec une certaine conviction, ça doit vraiment coûter excessivement cher d'avoir un coach personnel pour chaque étudiant, pour les accompagner et les soutenir pleinement dans ces moments particulièrement difficiles et éprouvants. Et les présidents de ces deux universités ont répondu, ça ne coûte presque rien. Ce qui coûte cher, c'est lorsqu'un étudiant abandonne. Et cela m'a été très utile de voir comment cela s'est passé. L'été dernier, on m'a demandé de prendre la parole lors de la remise des diplômes de Western Governors pour leur 20e anniversaire, et il y avait, chez chaque étudiant qui montait sur l'estrade, une histoire très très belle et touchante qui se lisait sur leur visage. Et donc je voulais simplement dire que nous devons proposer des expériences à nos étudiants afin qu'ils puissent y avoir accès et ainsi accomplir leurs tâches parfaitement. Je vais juste ajouter une dernière chose. Ce que nous avons étudié, ce que nous avons appris en étudiant l'innovation, c'est qu'il y a deux forces qui s'opposent l'une à l'autre. Donc, chaque fois que je embauche un nouveau produit, je ne peux pas l'utiliser tant que je n'ai pas mis de côté l'ancien, c'est-à-dire la façon dont je faisais avant. Et cette idée que le nouveau ne fonctionne que si l'ancien change ou disparaît est en réalité très importante. J'étais chez Costco il y a quelque temps et il y avait quelqu'un qui attendait là, faisant la queue pour embaucher un matelas, et un de mes collègues lui a demandé « Combien de temps cela vous a-t-il pris pour acheter ce matelas ?» Et ils ont regardé en arrière et se sont rendus compte qu'il lui avait fallu 3 ans pour acheter ce matelas, parce qu'à chaque fois qu'il était prêt à l'acheter, il se disait « Eh bien, on pourrait simplement repousser d'1 an de plus, ou bien j'ai pris une planche de contreplaqué et je l'ai mise sous le matelas pour qu'il soit moins mou. Et mon beau-frère, qui nous avait vendu le précédent, nous a dit qu'il y avait une promotion sur un nouveau. » Et il y a tout un tas de choses qui se sont produites, qui étaient les habitudes du présent et l'anxiété à l'idée d'utiliser une nouvelle chose pour résoudre le problème, et ces choses-là freinent le changement. Mais il y a aussi, de l'autre côté, la force de la situation, parce que ces nouveautés sont vraiment enthousiasmantes et il y a des gens qui me tirent vers le futur parce que cela semble attirant. Et je pense que ma conclusion à ce sujet, c'est que beaucoup des innovations que nous essayons de mettre en place dans l'enseignement supérieur, eh bien, échouent non pas parce que ce sont intrinsèquement de mauvaises idées, mais parce que nous n'avons jamais réfléchi à quelles sont les habitudes du présent, les angoisses face à l'avenir et toutes les choses dans lesquelles nous devons changer notre comportement. C'est la raison pour laquelle le changement est si souvent difficile. Et c'est juste un autre aspect auquel nous avons réfléchi sur la façon de gérer le changement. Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête. Il y a juste une dernière chose que je voulais vous dire, et c'est qu'il y a quelques années, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer, j'ai réalisé que Dieu n'embauche jamais de milkshake. Il n'embauche pas de comptable au paradis, ce qui est une idée à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant.
Mais la réflexion profonde qui m'a véritablement amené dans cette direction précise vient d'une prise de conscience très claire que j'ai un esprit humain limité. Et parce que j'ai un esprit intrinsèquement limité, Dieu, je dois pouvoir embaucher des comptables parce que nous avons toutes ces entrées, ces factures, ces sorties et ainsi de suite. Et il y a tellement de données autour de moi, dans mon entreprise ou dans mon école. Dieu merci, nous avons des comptables et ils peuvent tout regrouper et me dire « Nous avons tel chiffre d'affaires à ce rythme-là et voici à quel point c'est mieux que l'année dernière et je peux comparer ceci à cela. » Et parce que j'ai un esprit limité, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse donner du sens au monde pour moi en regroupant les choses. Et à cause de mon esprit limité, j'ai une perception de la hiérarchie dans mon monde. Si je dirige de plus grandes entreprises avec des chiffres plus importants, je me sens plus accompli que si je dirigeais de plus petits chiffres et de plus petites organisations. Mais j'ai alors compris que pour Dieu, la perspective est différente, car Dieu a un esprit infini, et cela signifie qu'il n'a pas besoin de regrouper les gens en chiffres pour avoir une compréhension parfaite de ce qui se passe dans le monde. Parce que Dieu a un esprit infini, il n'a pas besoin de nous regrouper en chiffres pour avoir une compréhension parfaite de ce qui se passe. Cela m'a alors permis de me dire « Oh là là, cela signifie que lorsque j'aurai mon entretien avec lui, il ne va pas dire « Oh là là, Clayton Christensen, le professeur, l'important professeur à la Harvard Business School. » Il ne dira même pas cela lors de mon entretien. En fait, ce que Dieu va dire, c'est « Clay, pouvons-nous juste parler un instant des personnes que j'ai placées sur ton chemin ? Qu'as-tu fait pour les aider à devenir de meilleures personnes ? Et puis, si tu te souviens, je t'ai mis dans cette situation. Parlons simplement des personnes que tu as aidées à devenir meilleures. Et puis, Clay, n'oublie pas que nous t'avons donné 5 enfants. Peux-tu me dire ce que tu as fait pour aider ces 5 personnes à devenir des enfants magnifiques ? Et j'ai compris que lorsque Dieu évaluera ma vie, il n'y aura aucun chiffre sur lequel j'aurai présidé, mais plutôt que Dieu me demandera quelles sont les personnes, individuellement, que j'ai aidées à devenir de meilleures personnes. Et je n'arrive tout simplement pas à imaginer, alors que j'arrive à la fin de ma vie, j'ai compris que maintenant, je sais comment Dieu mesurera ma vie et j'espère pouvoir dire qu'à chaque jour, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider les personnes sur mon chemin à devenir de meilleures personnes. Et je voulais simplement conclure en vous remerciant. Je pense que vous avez choisi une profession véritablement noble. Et je sais que lorsque Dieu évaluera ce que vous avez accompli, cela comptera à ses yeux, non pas en chiffres, mais en tant qu'individus, des personnes qui sont importantes pour lui. Et je vous remercie pour la noble profession que vous avez choisie. Merci et que Dieu vous bénisse.